tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un décor auquel vous n'avez pas l'habitude puisque je suis chez Sandy de Magic Mirror. Bonjour. Aujourd'hui, Sandy me reçoit chez elle pour répondre à quelques questions à propos de sa chaîne et de sa maison d'édition qui est Magic Mirror. Sandy, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta chaîne? Bonjour à tous. Je m'appelle Sandy, on me connaît plus sous le pseudo de Audrey Sprint sur internet, j'ai 24 ans. Sans grande surprise, j'aime bien lire, la lecture, je suis passionnée de littérature et j'ai fait mes études dans cette voie-là. Et donc à la sortie de mes études, j'ai créé un blog qui s'appelle Le Carnet Enchanté. Dans la foulée, je me suis lancée sur YouTube avec une chaîne du même nom. Et je parle sur le blog et sur la chaîne généralement de lecture, de sujets un peu littéraires ou de ma maison d'édition, puisque depuis quelques temps je travaille en maison d'édition. Et sur la chaîne YouTube, je fais une série de vidéos qui s'appelle Du conte à l'écran, où je suis plutôt orientée sur les contes de fées et sur les différentes adaptations qui ont pu en être faites au fil des siècles, notamment par le cinéma. Pourquoi est-ce que tu as créé une chaîne YouTube qui est spécialement dédiée aux contes de fées? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je disais, j'ai fait des études, j'ai fait 5 années d'études en littérature et je suis quelqu'un de très flemmard. Et pendant mes études, j'aimais bien lire en me posant des questions, en apportant une réflexion sur mes lectures, en prenant un peu de recul, en faisant des analyses, etc. Et j'aimais beaucoup ça. Mais je savais qu'à la sortie de mes études, si j'avais pas quelque chose qui me poussait à le faire, j'arrêterais et je ne ferais que lire en consommant et sans forcément essayer de réfléchir à ce que je lisais. Donc je voulais absolument créer une chaîne YouTube ou un blog ou quelque chose qui me pousserait à continuer à analyser un petit peu ce que j'allais lire, sans aller dans des choses aussi poussées que ce que j'ai pu faire dans mes études, mais voilà, continuer à prendre un peu de recul. Donc j'étais partie pour créer une chaîne YouTube, créer un blog, etc. Et les contes de fées, ça s'est un peu imposé parce que c'est un peu mes premières expériences de lecture dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est les premières histoires qu'on m'a lues, c'est les premières histoires que j'ai lues quand j'ai su lire. Ça a été un peu mes premières excursions dans des mondes imaginaires, ça a été mon premier contact avec de la fiction, donc c'est quelque chose de très important pour moi. C'est un peu des Madeleines de Proust, les contes de fées. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle des bons souvenirs. J'ai été toujours un peu fascinée par ces univers-là de contes de fées, ces histoires. Et quand je suis arrivée à la fac, j'étais fascinée en fait par les différentes interprétations qu'on pouvait en faire au-delà de l'histoire que je lisais quand j'étais petite, de comprendre un petit peu ce qui se passait derrière et ce que les auteurs voulaient dire. Sauf que j'ai voulu faire mon mémoire à propos des contes de fées et ma directrice de labo me l'a très fortement déconseillé en me disant que c'était pas très sérieux et que dans tous les cas il y avait déjà beaucoup d'études qui étaient faites sur la question et que c'était pas forcément la peine de faire ça. Donc j'ai gardé cette petite frustration en moi et du coup je l'ai reportée je pense sur la chaîne quand j'ai eu l'occasion de le faire. Je pense que j'ai comblé ce petit manque et cette petite frustration que j'avais eue à la fac de pas pouvoir étudier les contes de fées vraiment un peu en profondeur. Ouais, t'avais eu des cours dessus à la fac sur les contes de fées ou non? Non plus. Non, par contre j'avais fait une conférence dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné on avait un projet à monter, une conférence, on devait faire un projet culturel dans une institution, quelque chose comme ça. Donc nous on avait choisi un lycée avec ma partenaire et on avait choisi une conférence et du coup on avait fait une conférence sur les contes de fées et justement leurs adaptations cinématographiques, c'était parti de là, ça m'avait trop plu et ça n'avait pas spécialement plu à mes professeurs à l'époque. Donc voilà, je garde une certaine frustration à propos de ça. Et quel est ton conte préféré? La Belle et la Bête. Clairement, il n'y a pas trop de surprise, je pense que je l'ai dit plein de fois sur la chaîne. C'est le conte qui me fait le plus rêver, c'est celui dans lequel je peux me projeter hyper facilement, je me sens assez proche des personnages, que ce soit la Belle ou la Bête d'ailleurs, je crois les deux. Mais ouais, non, j'aime beaucoup les thématiques qui sont soulevées, j'aime beaucoup Ce qui me fascine avec La Belle et la Bête, c'est les différentes couches d'interprétation qui ont été données en fonction des différentes adaptations qui ont été faites. Il a été énormément adapté et l'histoire d'origine a été énormément réécrite parce qu'il y a eu beaucoup de variantes et de versions à ce conte de La Belle et la Bête. Ce thème-là a été repris dans des centaines et des centaines d'ouvrages, de livres qui se revendiquent un peu plus des réécritures. Enfin, certains se revendiquent plus être des réécritures que d'autres, mais clairement c'est un thème qui sous-tend un petit peu toute la littérature contemporaine et ça me fascine toutes ces interprétations diverses et ces couches de sens qui ont été rajoutées au fur et à mesure. J'adore La Belle et la Bête. Et ton adaptation préférée de La Belle et la Bête? C'est difficile. C'est difficile, mais j'ai envie de dire le Disney. Ouais. J'aime beaucoup la version Cocteau, mais elle est un peu trop vieillie visuellement pour moi. C'est vrai que je l'apprécie, mais je m'éclate plus en regardant Disney que la version de Cocteau. D'où t'es venue l'idée de Magic Mirror et est-ce que la chaîne t'a aidé ou t'a permis d'imaginer le projet Magic Mirror? Alors l'idée, c'est quelque chose qui a germé en moi il y a très longtemps en fait. Quand j'ai
je fais encore mes études, mais quand je suis rentrée en fac de lettres, c'était pour travailler dans le monde de l'édition. C'était ce que je voulais. J'étais partie là-dedans, sauf qu'on m'a assez vite découragée, que ce soit des professeurs ou des professionnels du milieu que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, un petit peu... On m'a dit que c'était un milieu très fermé, que je pourrais jamais rentrer dans une maison d'édition pour y travailler. En plus, la région ne s'y prête pas forcément, et comme je peux pas bouger pour des raisons familiales, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit, j'ai entendu ce qu'on m'a dit, mais je me suis dit, si je peux pas travailler dans une grande maison d'édition, pourquoi est-ce que je pourrais pas créer la mienne et faire quelque chose à moindre échelle du coup, mais faire quelque chose dans ce sens-là. J'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête pendant toutes mes études, et quand je les ai terminées, à un moment donné, peut-être 1 an ou 1 an et demi après la fin de mes études, toutes les conditions étaient réunies pour que ce projet aboutisse. Et du coup, j'ai pas trop réfléchi, je me suis embarquée là-dedans et j'ai pu concrétiser ce petit projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Donc ça, c'est pour l'idée d'une maison d'édition. Après, spécifiquement Magic Mirror et les contes de fées, disons qu'il y a différents éléments et différents points de ma vie qui à un moment se sont réunis pour que ce soit ça comme ça et à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai lancé la chaîne bien avant de penser à Magic Mirror, mais du coup grâce à la chaîne YouTube, j'ai toujours un conte de fées sur le bord du bureau. C'est-à-dire que je mets de plus en plus de temps à sortir les épisodes du conte à l'écran, mais j'en ai toujours un en préparation. C'est-à-dire que je travaille concrètement toujours sur un épisode depuis plus d'1 an et demi quand même. Donc j'ai toujours un livre de contes sur le bord du bureau, j'ai toujours des analyses à lire de temps en temps, de contes de fées, j'ai toujours un conte en tête et je suis toujours en train de travailler là-dessus. Du coup, quand je suis partie dans ce projet éditorial et qu'il a fallu choisir une ligne éditoriale, ça s'est imposé à moi, quoi. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Je voulais travailler dans les contes de fées. Donc ça s'est imposé assez rapidement, quoi. La chaîne YouTube, est-ce que ça m'a aidé ? Complètement. Carrément. Je crois que je l'aurais pas fait si j'avais pas eu YouTube. En tant que blogueuse et que vidéaste, j'ai eu un accès au monde du livre que j'avais pas avant en tant que simple lectrice. Alors c'était moi qui me bloquais, mais par exemple sur les salons du livre, j'ai jamais trop osé parler aux auteurs. J'achetais le livre, je faisais une autographe et puis je repartais. Et du coup, le fait d'avoir un blog, d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a permis d'aller discuter avec des auteurs beaucoup plus facilement, en tout cas de me débloquer psychologiquement par rapport à ça. Mais je pense que c'est beaucoup, c'est pareil. Je suis beaucoup plus à l'aise du coup pour aller parler avec les auteurs, avec les éditeurs, avec les gens dans les salons du livre, etc. Donc j'ai pu, grâce à mon blog et à la chaîne, avoir un petit pied dans le monde du livre par une voie à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Je pensais pas y rentrer par là. Donc ça m'a aidé dans ce sens-là, dans le sens où j'ai pu voir des choses que j'aurais peut-être pas vues en tant que lectrice. Grâce à ça, je me suis dit, tiens, ça se passe comme ça, mais moi je l'aurais fait différemment, et ça c'est comme ça, mais tiens, j'ai envie de faire pareil, mais je ferais autre chose. Et je me suis construit un petit peu ma maison d'édition idéale en tête grâce à ça, et donc ça m'a déjà un petit peu aidée. Et ensuite, clairement, je pense que je me serais pas lancée si j'avais pas eu l'appui des gens sur internet. J'aime pas trop le mot de communauté, mais de la communauté qui me suit sur YouTube. Alors au moment où j'ai lancé la chaîne, on n'était pas beaucoup, je crois qu'on était 500 ou 600, c'est pas grand chose, mais pour moi c'était déjà énorme. Voilà, et ça m'a aidée en fait parce que j'avais quelqu'un à qui présenter le projet. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ça, je pense que je serais sortie de nulle part et j'aurais pas trop su comment m'y prendre, j'aurais pas su. Là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tourné une vidéo et c'était un peu la vidéo test. Je me suis dit, s'il y a pas de réaction ou si les gens me disent, c'est peut-être pas une si bonne idée, c'est peut-être pas génial, je l'aurais certainement pas fait. Et c'est vraiment l'appui des gens que j'ai eu à ce moment-là qui m'ont laissé des commentaires très gentils, qui m'ont dit qu'ils me soutiendraient, que c'était une bonne idée, que ça les intéressait, etc. C'est ça qui m'a donné l'impulsion, en tout cas, pour me lancer. Présente-nous Magic Mirror maintenant. Magic Mirror, c'est une toute petite maison d'édition, très jeune, qui est née en septembre 2016, donc ça fait pas longtemps du tout. On a publié notre premier ouvrage le 27 février 2017, donc c'est pas très vieux non plus. Et on se spécialise du coup dans les réécritures de contes de fées sous forme plutôt romanesque pour l'instant. On va peut-être au courant 2018 lancer une collection avec des textes un peu plus courts et des réécritures peut-être sous forme de nouvelles ou de contes eux-mêmes un petit peu twistés, mais pour l'instant c'est sous forme romanesque et donc on se spécialise là-dedans. Est-ce que tu penses qu'une maison d'édition qui est orientée vers les contes et vers leur écriture, ça manquait dans le paysage éditorial français? Un petit peu. Sinon je crois que je l'aurais pas fait. Un petit peu, c'est-à-dire qu'il existe déjà des réécritures, on peut en trouver très facilement. Mais il n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance, de maisons d'édition qui centralisent tout ça et qui se spécialisent vraiment dans le merveilleux, dans le conte de fées et dans les reprises de contes de fées, les revisites, etc. Et j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire quelque chose qui regroupe un petit peu tout et que si quelqu'un a envie de lire une réécriture, qu'il aille directement, qu'il sache où chercher. J'avais envie de ça. Et ce qui me chagrine un petit peu, alors je sais, je généralise un petit peu, je sais qu'il en existe des françaises, mais ce qui me chagrine un peu, c'est que la plupart des réécritures qui sortent de nos jours, c'est souvent des traductions de romans anglophones qui sont déjà parus ailleurs. Et je suis un petit peu attachée à la francophonie, j'aime bien
bien le livre français, j'aime bien soutenir les auteurs français et je trouve qu'au niveau du conte, on a quand même une touche française, un savoir-faire. Je parle de Perrault parce que j'aime beaucoup les contes de Charles Perrault, qui lui-même en fait il fait des réécritures de contes puisque ce qu'il reprend, il l'invente pas, il le prend à partir d'histoires qui existaient déjà ailleurs, qui traînaient un peu ça et là, il les réécrit à sa manière et j'adore la manière dont il reprend ces histoires-là et sa touche personnelle. Et je le retrouve un petit peu, cette touche à la Perrault, je la retrouve un petit peu dans tous les auteurs français qui ont repris des contes de fées. Je pense à Madame de Villeneuve, Madame Dolno, etc. Et c'est souvent, les contes de fées que je préfère, c'est souvent ceux qui ont été écrits ou réécrits par des Français. Et du coup, j'avais envie de reprendre un petit peu cette touche française au niveau des réécritures contemporaines qu'on pouvait apporter aujourd'hui. Tu attends quoi d'une réécriture de conte? De la subtilité. C'est compliqué, il faut trouver un juste équilibre, un juste milieu entre le respect du conte originel et apporter sa touche personnelle, quelque chose de nouveau, un regard nouveau, une interprétation nouvelle, une surprise. Il faut qu'il y ait quelque chose. On cherche pas des mises en roman de conte, on veut pas que l'auteur prenne le conte et le mette en roman tout simplement. Il faut qu'il y ait une réécriture, un vrai travail de revisite et de réécriture. Et quand je parle de respect du conte, c'est pas le respecter à la lettre et le reprendre mot pour mot et point par point. Quand je parle de respect, c'est tout simplement bien connaître le conte d'origine en fait pour pouvoir justement mieux jouer sur ses codes, sur ses images, sur ses scènes emblématiques, pour pouvoir le détourner et en faire des choses complètement différentes tout en respectant le matériau d'origine. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait. Et ta réécriture préférée? C'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que mon cœur va à Blanche-Neige et les lance-missiles de Catherine Dufour. Ça plaît pas à tout le monde, je sais que c'est un peu spécial comme livre. Au tout début de ma chaîne, je l'avais conseillé dans une vidéo et il y a quelques personnes qui l'ont acheté et qui m'ont dit mais non, mais ça me plaît pas. Donc je suis désolée pour ces personnes-là, j'ai fait acheter des livres. Je me suis sentie un peu mal pour le coup, mais moi ça me plaît vraiment, c'est complètement déjanté, c'est complètement décalé. On se moque un peu des contes de fées, mais gentiment. C'est très drôle, mais c'est drôle avec un but quoi, il y a vraiment un message derrière, il y a des idées qui passent, c'est pas juste drôle pour être drôle, mais ouais, c'est assez désopilant et j'aime beaucoup. Il y a Aurore, la belle au bois dormant et Peau d'âne qui finissent en couple lesbien dans leur château parce qu'elles sont abandonnées par des princes, Blanche-Neige qui devient encore plus tyrannique que sa belle-mère et qui lance du coup la guerre avec les lance-missiles, moi j'adore. Comment est-ce que vous sélectionnez les textes qui vont être publiés? Alors il y a plusieurs étapes. La première c'est moi, je fais un filtrage parce qu'en fait on reçoit il y a beaucoup d'auteurs qui nous envoient des textes mais qui ne correspondent pas du tout à notre ligne éditoriale. C'est-à-dire que quand les auteurs envoient un texte, on demande un résumé plus ou moins complet de l'histoire pour voir un peu où on va. Et là, il y a beaucoup de gens qui soumettent des textes sans que ce soit des réécritures de contes de fées. C'est très souvent des histoires fictives, imaginaires, dans des mondes un peu merveilleux, mais c'est pas de la réécriture de contes de fées. Donc moi, je opère un premier filtrage. C'est-à-dire que je veux pas faire attendre les auteurs pour rien. Donc je préfère leur dire d'emblée quand ça correspond pas du tout à ce qu'on cherche et à ce qu'on publie. Donc on fait pas rentrer le manuscrit en circuit de lecture s'il correspond pas à ce qu'on cherche de base. Ensuite, les textes qui sont des réécritures de contes de fées, pour le coup, on les fait rentrer en circuit de lecture, donc ils passent au comité de lecture. Ils sont lus en général par 5 ou 6 personnes minimum, et un peu plus quand les personnes du comité sont disponibles à ce moment-là. Je les lis aussi, parce que je fais partie du comité de lecture, donc je lis chacun des manuscrits qui y passent. On en discute entre nous, en fait, on fait comme des lectures communes, on lit au même moment et ensuite on discute, chacun remplit une fiche que je réceptionne toutes les fiches lecture en fait et je fais des synthèses pour pouvoir fournir à l'auteur ensuite pour qu'il comprenne ce qui va et ce qui ne va pas dans son manuscrit. Entre nous on en discute beaucoup, on échange pas mal sur les textes et quand on a assez discuté, quand on a réussi à se mettre d'accord sur ou pas d'ailleurs, parce que des fois on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les textes, mais bon, en général au bout de 3 mois, je recontacte les auteurs pour leur donner la réponse. Après cette étape du comité de lecture, s'il y a un texte qui ressort, qui a été aimé par assez de personnes ou qui soulève des points assez intéressants, parce que des fois il y a des textes qui posent problème, qui sont un peu litigieux, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, mais les points soulevés sont intéressants et il y a un travail intéressant à faire dessus. Quand c'est comme ça, ces quelques textes qui ressortent de cette étape-là, ils passent en comité éditorial, donc là c'est l'étape au-dessus, et c'est l'équipe qui va le lire, et bon, moi je l'ai déjà lu en général, donc je le présente à l'équipe, mais voilà, on le lit à plusieurs et on décide de ce qu'on en fait, est-ce qu'on publie, ce qu'on publie pas. Alors je prends la question de Pico Books. Alors, comment définirais-tu ton rôle d'éditrice vis-à-vis du texte? Selon toi, où se situe la limite entre correction et réécriture? C'est très compliqué. La question n'est pas compliquée, mais la limite est très dure, et très subtile et très compliquée. Mon rôle d'éditrice, c'est-à-dire que comme j'ai dit, je suis dans le comité de lecture, donc j'ai accès au premier texte, aux premières lectures, donc en général je vois les textes, par exemple pour Rose Blanche et Rose Rouge, je l'ai lu dès le début, j'ai pu le lire dès le début.
Ensuite, je le défends face aux autres membres de l'équipe quand je prends l'exemple de Rose Blanche et Rose Rouge parce que c'est le seul livre édité pour l'instant, donc c'est le seul manuscrit qui clairement nous a fait de l'œil et a été au-dessus des autres. Une fois que le manuscrit est accepté, que tout le monde est d'accord dessus, on sait qu'on va le publier, on contacte l'auteur, on discute avec elle en l'occurrence, puisque c'était Laetitia Arnould, et c'est moi qui vais accompagner l'auteur pendant toutes les corrections. Donc on fait des lectures communes ensemble, on relit pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. D'abord il y a une première, j'accompagne l'auteur dans une première lecture globale où on parle de l'architecture du roman, en fait, de la narration, de quelle scène irait mieux à tel endroit. Enfin, quelle scène va bien, quelle scène ne va pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, quel personnage pourrait apparaître un peu plus tôt, un peu plus tard. On parle de macro-problèmes, quoi, de choses un petit peu plus générales. Et au fil des relectures, on va affiner un petit peu tout ça et rentrer un petit peu dans les détails jusqu'à la formation des phrases, quoi, jusqu'à reprendre vraiment la syntaxe, la grammaire, etc. Donc moi, mon rôle, c'est que j'accompagne l'auteur pendant tout ce travail-là. Donc je la conseille, je lui transmets un petit peu tout ce que le comité de lecture a pu dire, tout ce que l'équipe a pu dire, etc. Donc je suis un petit peu l'intermédiaire entre l'auteur et tout le reste. Quant à la limite entre correction et réécriture, c'est très compliqué. Je pense que je ne l'ai pas encore complètement trouvé. J'ai essayé d'être... Avec Laetitia, j'ai essayé d'être très... de faire attention en fait. C'est pas moi qui écris le livre, c'est elle, donc j'essaie de lui conseiller en fonction de mon avis, d'autres avis aussi, parce qu'il a été lu par des correcteurs, par les membres du comité qui ont aussi donné leur avis, etc. Donc quand j'ai essayé de lui faire... quand je lui ai proposé de corriger certains passages ou certaines phrases, c'était en fonction de ce que tout le monde avait dit. Pas juste moi. Enfin, j'essayais de recouper un petit peu ce qui sortait des différentes lectures qui avaient été faites et pas forcément que de la mienne, sinon j'avais qu'à écrire le livre moi. Ouais. C'est très compliqué de trouver la limite entre la réécriture et la simple correction. Après, ce que j'ai essayé de faire avec Laetitia, c'est de ne jamais lui imposer quelque chose. C'est de lui suggérer, lui dire ça pourrait être retravaillé dans ce sens-là, dans un autre, ou sans jamais lui imposer une correction ou une voie de correction, ou tout simplement je lui dis, si t'as pas envie de faire apparaître tel personnage à ce moment-là, ben tu le fais pas apparaître, quoi. C'est ton livre, c'est toi qui décides. Donc c'est très compliqué de jongler un petit peu entre ces deux choses-là. Donc la première parution, tu l'as dit, c'est Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould. Est-ce que tu peux nous faire un court résumé ? Oui. Je fais ça depuis février. Donc c'est une réécriture qui reprend le conte des frères Grimm, Blanche-Neige et Rose Rouge. Comme dans le conte, ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont très différentes mais qui sont inséparables. Et dans l'histoire de Laetitia Arnould, elles se retrouvent prises sans vraiment se rendre compte dans une sorte de malédiction. Et elles vivent dans une bulle un petit peu atemporelle, comme une boule à neige. C'est une blogueuse qui a trouvé cette image-là et je trouve qu'elle est très, très juste. En fait, elles vivent comme dans une boule à neige sans forcément s'en rendre compte. Elles vivent avec leur tutrice, Madame Whitecomb, dans sa chaumière. Et un jour, Madame Whitecomb décide de marier l'aînée Sirona de force à un inconnu. Et celle-ci, pour fuir ce mariage qui lui déplaît fortement, s'enfuit de la chaumière, elle se perd dans la forêt. Et à partir de là, l'histoire commence puisqu'elle va devoir affronter l'ours qui la suit depuis qu'elle est enfant et qui la fascine autant qu'il la terrifie. Elle va tomber sur le pianiste dans son espèce de manoir un petit peu mouvant et à l'architecture un petit peu spéciale où il fait tout le temps nuit, où le soleil ne se lève jamais. Et au milieu de toutes ces aventures, elle va garder comme ligne elle va garder en tête l'idée d'aller chercher sa sœur qu'elle a laissée avec Madame Whitecomb. Elle s'en veut un petit peu pour ça et tout le long du livre, elle va essayer de trouver un moyen de revenir chercher sa sœur Eloane. Je dis pas plus parce que sinon je pense que je vais rentrer dans le spoil. Et ton passage préféré du roman ? J'aime beaucoup toutes les scènes dans le château, dans le manoir, justement parce que j'aime beaucoup cette architecture mouvante que Laetitia a construit. J'aime beaucoup... en fait, je trouve que la narration, toute la narration des passages dans le château est assez lancinante, un petit peu comme si le lecteur aussi était sous le charme et était ensorcelé comme le personnage. Donc j'aime beaucoup ces passages-là. Mais mon passage préféré, et je pense que j'ai un petit peu spoilé, donc désolée par avance, voilà. Mais c'est à la toute fin, juste avant la résolution de l'intrigue, en fait, quand Sirona arrive à la chaumière et qu'elle se rend compte qu'Eloane a disparu, qu'elle décide de partir dans la forêt pour aller chercher sa sœur, et il y a ce court passage où elle court dans la forêt sans trop savoir où elle va. D'ailleurs, elle part juste avec l'idée d'aller chercher Eloane, où elle se dit « ce soir c'est mon soir, je vais enfin faire quelque chose », et elle reprend cette phrase de son père, que son père disait au tout début du roman. Je trouve que ce passage est exaltant parce que le personnage c'est la première fois qu'elle prend les choses en main et
part faire quelque chose de son propre gré et qu'elle se fait pas forcément manipulée par les autres personnages, ou c'est la première fois où elle prend une décision, où je pense que c'est à ce moment-là, pour moi en tout cas, qu'elle devient une héroïne. C'est Mina M qui a fait la couverture du roman. Et comment ça se passe pour choisir un illustrateur? Alors on a eu beaucoup de candidatures au début de Magic Mirror, maintenant un peu moins, mais c'est vrai qu'au tout début on a eu beaucoup d'illustrateurs qui sont venus nous voir spontanément pour proposer leurs travaux, et Mina M faisait partie de l'un d'eux, et j'ai carrément eu un coup de cœur pour ce qu'elle faisait. Enfin, je dis je parce que là c'est moi personnellement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce qu'elle faisait, pour ses illustrations, etc. Donc quand il a fallu choisir un illustrateur, je me suis naturellement tournée vers elle. Elle était disponible à ce moment-là, et du coup c'était parti comme ça, et c'est vraiment une illustratrice formidable. C'est-à-dire qu'elle a su vraiment très rapidement capter ce qu'on voulait et le mettre en image sans forcément que... la couverture telle qu'elle n'a quasiment pas été retouchée, quoi. D'un seul jet, elle a réussi à faire ce qu'on voulait, comme on le voulait, et c'était juste parfait. Est-ce qu'elle a lu le roman avant de dessiner? Oui, elle a demandé à le lire, et nous ça nous a arrangé, parce que du coup c'est mieux. Oui, elle a l'ambiance, quoi. Ouais, elle a vraiment réussi à retranscrire ce qui se passe, cette atmosphère un petit peu du roman, et je pense que c'est parce qu'elle l'a lu. Comment vous est venue l'idée de mettre à la fin du roman le conte original des frères Grimm? Là, c'était juste prévu pour la collection Forgotten, donc les contes qui sont un peu oubliés, en général qui n'ont pas bénéficié d'adaptation cinématographique et que le grand public connaît moins. Donc on voulait faire découvrir ces histoires par le biais de la réécriture, mais aussi par le biais du conte original et du texte d'origine. Ça permettait aussi, dans notre tête, ça permettait au lecteur de mieux apprécier le travail de réécriture en ayant connaissance d'où l'auteur était parti. Sauf que ça a énormément plu au lecteur, et on s'est dit finalement on pouvait peut-être le transposer pour d'autres collections, et pas seulement pour Forgotten, puisque à y réfléchir, même si Blanche-Neige est plus connue du grand public, peut-être que le texte en lui-même de Blanche-Neige n'est pas forcément très connu, donc je pense, je vais pas m'avancer, mais on est parti dans cette idée-là, et chaque fois que ce sera possible au niveau des droits d'auteur et tout ça, on essaiera d'inclure le texte d'origine en annexe. Parce que tous les contes sont encore pas libres de droits d'auteur? Ça dépend des traductions. Ça dépend des traductions. Voilà, les contes français en général, ça va. Mais les différentes traductions, pas forcément.